au nom de la Société mathématique de France. Donc depuis presque 150 ans, cette société savante rassemble, on va dire, les mathématiciens professionnels et amateurs. Et l'un de ses buts, c'est de faire connaître les mathématiques vivantes, comme ce soir. Donc on a une des conférences du cycle Une question à un chercheur, organisée donc par la Société mathématique de France, avec la Société française de physique, l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Institut Henri Poincaré, que je remercie pour son accueil et son soutien ici. Voilà, donc on peut tout de suite noter sur nos agendas les 2 prochaines conférences du cycle. Donc le 14 février, une conférence de physique de Pierre-François Coadon sur la détection des ondes gravitationnelles. Et le 4 avril, une conférence de mathématiques par Barbara Shapira sur dynamique et géométrie. Ce soir, nous écoutons donc une conférence de mathématiques. Hugo Duminil-Copin est professeur à l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette et à l'Université de Genève. Mathématicien, il travaille dans le domaine des probabilités et plus particulièrement sur l'étude de modèles issus de la physique statistique. L'étude rigoureuse des propriétés de ces modèles, qui présentent des phénomènes appelés de transition de phase, est un défi pour les mathématiciens et mathématiciennes. Et les avancées obtenues par Hugo sont simplement spectaculaires. Donc remercions-le d'être venu les partager avec nous ce soir, et à partir donc d'une question à l'apparence banale, comment compter les chemins auto-évitants. Merci beaucoup. Ouais, parfait. Alors, on va commencer par faire descendre ça. Enfin, essayer. Ah, c'est parfait. Normalement, ça marche. Ça, c'est l'écran. Ça marche. Okay. Non, mais ça, comme ça, ce sera parfait, parce que quand ça montera, ça ne va pas couvrir le... Parfait. Bon, merci beaucoup d'être venu en soirée comme ça, entre 2 cours donnés ou reçus, je ne sais pas. Oui, donc ce que je veux discuter ce soir, c'est un problème simple de combinatoire au départ. Enfin, simple, je m'avance peut-être un petit peu. Donc un problème de combinatoire. Et à partir de ce problème de combinatoire, je vais essayer de motiver et puis vous donner des exemples de solutions dans des cas particuliers. D'essayer de montrer que derrière ça, il y a des questions plus profondes, et en particulier des questions qui ont affaire à la physique statistique et à la physique. Donc la question de base, ça va être... J'ai vraiment besoin de faire avec le micro, en fait, parce que c'est très désagréable. Ah oui, c'est filmé, c'est ça. Donc bon. Donc question de base, c'est compter les chemins auto-évitants. Donc d'abord, il faut que je vous dise ce qu'est un chemin auto-évitant. Et pour vous dire ce qu'est un chemin auto-évitant, il faut que je vous dise ce qu'est un graphe d'abord. Donc un chemin, on va imaginer un graphe. Un graphe, c'est quoi? C'est un ensemble de sommets qui sont reliés par des arêtes. Et le graphe peut-être le plus simple qu'on ait en tête, c'est Z2. Donc c'est ce qu'on appelle le graphe carré. Donc les sommets sont ces points et les arêtes sont des paires en fait de points adjacents. Mais vous pouvez imaginer d'autres graphes. Déjà, vous pouvez bien entendu prendre juste Z, c'est un autre exemple de graphe. Et vous pouvez prendre des graphes un petit peu plus difficiles à dessiner. Vous pouvez prendre par exemple le graphe hexagonal. Et moi, je vais me restreindre dans ce cours, désolé des formations professionnelles, dans cet exposé, je vais me restreindre à des graphes qu'on appelle transitifs, dans le sens qu'ils ont cette propriété qui est que quel que soit le sommet que vous preniez, ce que vous voyez quand vous vous placez à ce sommet, c'est le même graphe, c'est toujours la même chose. Si je me mets ici ou ici, sur Z2, c'est infini,
et je verrai la même chose. Ici, pareil. Je peux prendre des graphes un petit peu plus compliqués, comme par exemple un arbre, comme ça. Alors, un arbre, c'est un peu difficile à dessiner de façon transitive, mais vous pouvez imaginer qu'en tant que structure de graphe, je ne suis même pas sûr que ça va marcher pour l'enregistrement. Bref. En tant que structure de graphe, quel que soit le sommet où vous êtes, vous allez voir la même chose. Vous avez 3 arêtes adjacentes. Sur chacune des sommets qui sont aux extrémités de ces arêtes, vous voyez 2 autres arêtes, etc., à l'infini. Donc ça, ce sont des graphes transitifs. Donc prenez votre graphe transitif favori. Moi, c'est celui-là, mais vous avez le droit d'en prendre un autre si vous voulez. Et maintenant, définissez la notion de chemin. Un chemin, c'est quoi? C'est tout simplement, vous prenez un sommet que vous appelez l'origine, on peut par exemple l'appeler 0. Et à partir de là, vous allez juste dessiner des chemins de longueur n sur ce graphe. Donc dessiner un chemin, ça veut juste dire que vous allez prendre un voisin, aller sur ce voisin, vous imaginez que vous êtes un petit bonhomme, hop là, voilà. Vous vous déplacez, ensuite vous allez sur un autre voisin, vous allez sur un autre voisin, etc., etc. Vous avez le droit de repasser a priori par le même endroit, et c'est ça que je vais appeler un chemin. D'accord ? Le chemin, il est auto-évitant quand, tout simplement, j'ajoute la condition que je n'ai pas le droit de repasser par le même sommet. D'accord ? C'est tout simple. Et donc j'ai, comme ça, des ensembles, j'ai l'ensemble des chemins. Ouais, je crois vraiment que ça ne va pas marcher. Peut-être que je pourrais juste... Oui, mais de toute façon, je crois que si je ne suis pas comme ça, ça ne va pas capter grand-chose non plus. Bon, j'aurais essayé de... Je crois qu'ils veulent vraiment que je reste comme ça. Donc, alors, donc l'ensemble des chemins, donc, je vais l'appeler WN. Ça, c'est l'ensemble des chemins de longueur n. Donc, notons que tous les chemins commencent à l'origine, toujours. Et SAWN, ce sera l'ensemble des chemins auto-évitants. D'accord ? Donc, bien entendu, le deuxième ensemble est inclus dans le premier. Et la question, c'est peut-on dénombrer ces ensembles ? Alors, pour le premier, ce n'est pas bien dur. Pourquoi ? Parce que quand je regarde un graphe transitif, chaque sommet a un certain degré, c'est-à-dire qu'il est incident à un certain nombre d'arêtes. Mais puisque mon graphe est transitif, chaque sommet voit la même chose, donc ce nombre d'arêtes incidentes, il est fixé, il est donné, il ne dépend pas du sommet. On appelle ça le degré du graphe. Du coup, si je veux dénombrer le nombre de chemins de longueur L, quelle est la réponse ? C'est tout simplement le degré à la puissance n. Donc d à la puissance n. Donc jusque-là, j'imagine que si c'était seulement ça, les maths, vous ne seriez pas venu ce soir, ou du moins, je n'aurais pas été invité. Donc bon, ça, c'est pas très dur. Maintenant, comment fait-on pour cet ensemble-là ? Bon. Déjà, on sait que c'est plus petit que d puissance n. Jusque-là, c'est facile. Et puis, ce qu'on peut commencer par faire, c'est essayer... Bon, c'est clairement strictement plus petit, il y a plein de chemins qui ne sont pas auto-évitants. Et donc, je peux essayer de me dire, ce que je pourrais faire, c'est calculer pour des petites valeurs de n ce nombre. Donc, on peut tenter, on peut essayer de faire ça. C'est d'ailleurs ce que les gens qui ont introduit ce modèle ont fait en premier. Donc, Orr, par exemple, en 1943, qui a introduit le modèle sur le réseau carré, a compté jusqu'à, je ne sais pas... n égale 6 ou n égale 10, je ne me souviens plus, ça peut se faire à la main. Si vous vous ennuyez et que vous n'avez plus envie de m'écouter, vous pouvez essayer de faire ça, par exemple. Je ne le conseille pas forcément, mais... Donc vous pouvez monter jusqu'à 10 à peu près. Et vous allez vite vous rendre compte que ça grimpe très très vite. Déjà, ça augmente très vite avec n. Et le deuxième souci, c'est que de calculer le nombre de marches auto-évitantes de longueur 10, ça ne vous donne vraiment pas beaucoup d'informations sur le nombre de marches auto-évitantes de longueur 11. Là, pour les chemins de longueur n, il y avait une façon claire qui était de dire si je suis un chemin de longueur n plus 1, j'ai le nombre de possibilités de chemins de longueur n, et puis à la fin, j'ai des autres choix. Donc c'était clair qu'il y avait une relation de récurrence pour, si on ne le devine pas directement, on peut en tout cas dire qu'il y a une relation de récurrence qui dit que le cardinal de Wn plus 1, c'est tout simplement d fois le cardinal de Wn. Si vous essayez de faire la même chose
avec les marches auto-évitantes, patatras, tout se casse la figure. Tout simplement, remarquez déjà qu'il y a plein de marches auto-évitantes de longueur n qui ne peuvent même pas être étendues d'un pas additionnel. Si vous prenez sur le réseau carré et que vous avez quelque chose qui fait comme ça, il n'y a aucune chance de pouvoir l'étendre. Donc, vous pouvez dire, alors peut-être qu'il faut que je mette ces marches qui sont bloquées, il faut peut-être que je les compte un petit peu différemment. Donc, je vais définir UN comme le nombre de marches auto-évitantes qui ne sont pas bloquées et VN comme celles qui sont bloquées. Et j'essaye d'obtenir une relation de récurrence, mais vous allez vite vous rendre compte que pour avoir ça, il faudrait avoir les marches qui seraient bloquées en 2 pas, etc., etc. En fait, le nombre de marches auto-évitantes, enfin l'ensemble des marches auto-évitantes plutôt, c'est vraiment un objet qui ne se compte pas bien récursivement. Récursivement, c'est très très difficile à calculer. C'est l'opposé pour les gens qui ont peut-être déjà entendu ces termes. C'est l'opposé de processus qu'on appelle de Markov. C'est vraiment quelque chose où vous ne pouvez pas oublier votre passé. L'ensemble de votre passé va vous impacter très fortement. Et du coup, c'est typiquement ce type d'objets qui ne sont pas, qui se comportent pas bien vis-à-vis des récurrences. Et alors, pour calculer explicitement une suite, quand on n'a pas une formule de récurrence, en général, c'est le moment de paniquer. En tout cas, en classe préparatoire, c'est le moment où vous paniquez. Donc, bon, bref, peut-être qu'il n'y a pas de formule de récurrence. J'ai calculé jusqu'à 10, j'ai du mal à calculer 11, mais bon, heureusement, Turing est passé par là, on a inventé l'ordinateur, donc regardons l'ordinateur, lui, il va calculer beaucoup plus vite que moi. Hop, il calcule, machin truc, hop. Vous arrivez à 60 à peu près, vous avez les 60 premiers termes, toujours pas de formule qui semble se dégager. Disons que vous avez envie de passer vraiment beaucoup de temps à faire ça, donc vous allez imaginer des algorithmes astucieux pour énumérer ça. Il y a vraiment des façons subtiles de faire ces énumérations. Et même avec des milliers et des milliers et des milliers d'heures de calcul ordinateur, vous arrivez à peu près à si j'appelle cette chose-là CN, vous arrivez à C101 par exemple, sur le réseau hexagonal. Sur le réseau carré, je pense que la plus grande valeur qui soit connue, c'est C60 à peu près, ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez énumérer toutes les marges jusqu'à 60 ou jusqu'à 101 pas, et puis aucune idée de ce que vaut celle d'après. Et vous pouvez essayer de mettre ça dans, dans tous les sites qui reconnaissent des suites connues. Il n'y a pas de formule qui semble sortir. Donc c'est un problème combinatoire difficile, vraiment difficile. Bon, très bien. Alors quand on a un problème difficile, la meilleure solution de le résoudre, c'est tout simplement... Stop. Hop là. La meilleure façon de le résoudre, c'est de changer le problème, ce que vous n'avez pas le droit de faire au concours, mais ce que moi j'ai le droit de faire dans ma vie de tous les jours. Donc en fait, les mathématiciens, pour régler ça, ils se sont dit, bon, c'est pas ça la bonne question. On ne va pas compter exactement le nombre de marches auto-évitantes, on va essayer d'avoir un développement asymptotique. Essayer de savoir au moins à quelle vitesse ça grandit. OK. Donc la première chose qu'on peut observer, si je prends le réseau carré par exemple, c'est que Cn, c'est plus petit que 4 fois 3 puissance n moins 1. Tout simplement, c'est trivial. J'ai 4 pas au premier essai, et ensuite, je n'ai pas le droit de revenir en arrière, donc j'ai que 3 possibilités à chaque fois. C'est bien sûr une borne qui est encore très loin de la réalité, mais c'est une borne. Et à l'inverse, j'ai une borne inférieure, qui est relativement simple, qui est que c'est plus grand que 2 puissance n. Pourquoi c'est plus grand que 2 puissance n ? Tout simplement parce que si vous vous dites « OK », c'est dur de compter vraiment toutes les marches auto-évitantes, mais si je prends que les marches auto-évitantes qui vont vers la droite ou vers le haut. Dans ce cas-là, clairement, si je vais systématiquement vers la droite ou vers le haut, je ne vais jamais avoir de problème d'intersection. Et j'ai quand même 2 choix à chaque étape. Donc j'ai au moins 2 puissance n marches auto-évitantes. Donc il semblerait que Cn croisse exponentiellement vite. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les ordinateurs sont très vite bloqués quand ils essayent d'énumérer explicitement ces choses-là. Mais le lemme que je vais vous démontrer maintenant dit quelque chose d'un petit peu plus subtil, et c'est un lemme qui est dû à un mathématicien génial qui s'appelle Hammersley. Et comme tous les mathématiciens géniaux, ils font des preuves très simples. Et le lemme dit la chose suivante. Il existe une constante, mu c.
Elle dépend du graphe, hein, mais elle est entre 1 et plus l'infini, telle que c'est la limite, enfin Cn à la puissance 1 sur n, converge vers mu c. Donc la suite Cn, quand je fais Cn à la puissance 1 sur n, elle converge vers mu c. Donc ça vous dit une autre façon, pour ceux qui connaissent les petits taux, ça vous dit donc une interprétation, une façon d'écrire ça un peu différente, c'est que Cn, c'est mu c à la puissance n plus petit taux de n. D'accord ? Donc il y a en quelque sorte un rythme de vitesse, de croissance. On croit vraiment comme une constante. Pour vous montrer déjà que la preuve de ça va être triviale, enfin triviale, non, elle ne va pas être très dure, et je vais la faire. Mais pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est quand même vraiment subtil avec les marches auto-évitantes, et pour vous dire à quel point on ne sait rien dessus, quasiment, c'est que si Cn croît comme mu c puissance n plus petit taux de n, on a quand même envie de dire que Cn plus 1 sur Cn converge vers mu c. Il y a quand même de bonnes chances que ce soit la bonne prédiction. Vous êtes d'accord ? Donc, a priori, conjecture, on va dire, Cn plus 1 sur Cn converge vers mu c. C'est un peu une autre façon d'écrire quelque chose comme ça. Alors vous savez très bien que c'est pas, y a pas d'équivalence entre les deux limites ici, donc on ne peut pas dire que ça converge vers mu c simplement parce que ça converge vers mu c. Et en fait, non seulement on ne peut pas le dire par des arguments soft, mais en fait on ne le sait pas. Ça c'est une conjecture. Et il y a plein de mathématiciens qui essayent de montrer ça, on ne sait pas faire. Ce que l'on sait faire, et c'est presque encore plus ridicule, c'est qu'on sait faire plus 2 converge vers mu c carré. Ça, il n'y a pas de souci. On sait faire depuis des années, mais on ne sait pas faire l'autre. Et c'est très subtil, en fait. On comprend très bien pourquoi on ne sait pas faire l'autre et pourquoi on sait faire celle-là. La raison vient du fait que si vous prenez une... Je vous dis juste ça, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer la conjecture. Déjà, si je savais le faire, mais la raison, c'est que si vous prenez une marge de longueur n, il y a plein de façons de la modifier localement pour construire une marge de longueur n plus 2. Imaginez que vous ayez, par exemple, une arête comme ça. Si vous avez la place ici, vous pouvez effacer ça, dessiner ça, ça, ça. Vous avez une marge de longueur n plus 2. Sur le réseau carré, il n'y a pas de moyen localement de transformer une marge de longueur n en une marge de longueur n plus 1. Simplement parce que c'est ce qu'on appelle... il y a une parité, en fait. Quand vous faites votre modification, il va forcément y avoir un problème de parité. Donc c'est quelque chose de très profond, en fait, le fait que la conjecture avec plus 1 soit plus dure qu'avec plus 2. Bref, je m'égare. En fait, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, c'est pas grave. Revenons à ça. Comment démontre-t-on cette chose-là ? Alors... premier réflexe en taupe, si j'ai un Cn puissance 1 sur n, je pense à un lemme très utile à connaître, qui est le lemme de sous-multiplicativité. Disons que si j'ai une suite qui vérifie ça, pour tout n et pour tout k, alors cette suite vérifie que Cn puissance 1 sur n converge vers l'infimum des ck puissance 1 sur k. Donc ça, je ne vais pas vous faire cette chose-là, tout simplement parce que je me planterai au tableau, probablement. Enfin non, je ne pense pas, mais c'est un bon exercice à essayer d'essayer de faire cette implication. Mais moi, la seule chose que je vais essayer de vous convaincre, c'est qu'en fait, Cn vérifie ça. Le nombre de marches auto-évitantes vérifie ça. Et c'est quelque chose de très simple à voir. Si je prends une marche de longueur n plus k et que je la coupe après n pas, les n premiers pas, c'est une marche de longueur n, et les k derniers pas, c'est tout simplement le translaté d'une marche de longueur k. Donc il y a clairement une injection de cet ensemble dans l'ensemble des marches de longueur n fois l'ensemble des marches de longueur k. Consiste à couper, vous prenez les n premiers pas et vous translatez les k derniers par gamma n. Ce n'est pas une bijection, bien entendu, parce que si je vous donne une marge de longueur n et une marge de longueur k, au hasard, je vous les prends comme ça, hop, je vous les donne. Si vous les mettez et vous les concaténez, très probablement, elles vont s'intersecter.
D'accord? Donc c'est une inégalité, mais c'est suffisant pour nous. Ça, plus ce lemme de sous-multiplicativité, ça implique l'existence d'une constante. Et cette constante, on l'appelle la constante de connectivité. Alors, cette constante, notez qu'elle dépend très fortement du réseau. Hein? Pourquoi? Regardons, faisons des exemples. Donc, premier exemple, le plus simple, quelle est la constante de connectivité de Z? Combien il y a de marge de longueur n sur Z? C'est pas très dur, pas un gros nombre. Il n'y en a que 2. Vous êtes d'accord? Parce qu'à partir du moment, au premier pas, vous choisissez un côté, et après, vous êtes forcé à chaque fois d'aller dans la même direction. Donc, vous avez 2 marches. Donc, la constante de connectivité dans ce cas-là, c'est tout simplement 1. Facile. Si je vous prends, par exemple, un autre exemple qui est l'arbre de degré D. D'accord? Donc, je fais un arbre, c'est quoi? C'est un graphe qui n'a pas de cycle. Donc là-haut, par exemple, je vous avais dessiné T3. Ce qu'on appelle l'arbre binaire. Si je prends un arbre de degré D, quelle va être la constante de connectivité dans ce cas-là? Au premier pas, j'ai combien de choix? D. Et à partir du deuxième pas, j'ai combien de choix? J'en ai exactement D-1. Pourquoi? Parce que je ne veux pas revenir en arrière, sinon je m'intersecterais. Et à l'inverse, n'importe quel choix est bon parce qu'il n'y a pas de cycle. Donc je ne risque pas de revenir sur un endroit où j'étais déjà. Donc la constante de connectivité de l'arbre de degré D, c'est tout simplement D-1. Puisque le nombre de marches, c'est tout simplement D fois D-1 à la puissance N-1. Remarquez que la borne ici, c'est en fait la borne que vous auriez obtenue si vous étiez, enfin ce serait le nombre que vous auriez obtenu si vous étiez sur le graphe de degré 4. Et vous pouvez réfléchir au fait que ça correspond exactement à ignorer tous les problèmes de cycle. Ok, donc jusque-là, ce n'est pas très compliqué, surtout que c'est 2 exemples où on aurait pu calculer explicitement le nombre, en fait. Donc, alors, un petit peu plus subtil. Quel est Musset de l'échelle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Je vois les gens qui me jugent. Alors, la constante de connectivité de l'échelle. C'est un nombre connu. Il faut la faire un peu à la physicienne. Quel est un nombre facile entre 1 et 2? Vous pouvez essayer 3,5, ça ne marche pas. Non, c'est le nombre d'or. Et donc c'était peut-être une question un petit peu difficile. Maintenant que vous savez que c'est le nombre d'or, vous pouvez essayer de vous amuser à le démontrer. Ce n'est pas si dur que ça, en fait, à démontrer. Et l'idée, c'est que même si Cn vérifie pas tout à fait ça, il y a une façon de définir un Cn', si vous voulez, qui est quasiment comme Cn, qui compte des objets qui ne sont pas exactement les marches auto-évitantes, mais quelque chose qui ressemble vraiment aux marches auto-évitantes, et tel que ce Cn' vérifie exactement C' de n plus 2 égale C' de n plus 1 plus C' de n plus de n. Donc vous obtenez la suite de Fibonacci. Et donc ce C', c'est quelque chose comme compter les marches qui finissent sur leur point le plus à droite. Essayez, c'est un très joli exercice. Il faut essayer de trouver exactement quelque chose. Définir une suite qui compte, par exemple, qui compterait ce qu'on appelle les ponts auto-évitants. Et je vous laisse essayer de deviner et d'imaginer ce que pourrait être un pont auto-évitant. Et qui vérifie du coup cette chose-là, et tel que C' de n, on peut montrer assez facilement que c'est proche de C de n. D'accord? Donc ça, c'est un bon exercice, c'est pas totalement évident, mais c'est un exercice simple. Alors, je pense que j'ai atteint la limite du nombre de tableaux. Ouais, il y a un tableau entre les deux, mais
Je ne sais pas d'où il se monte, et puis de toute façon, c'est trop tard. Voilà. mais... Alors, mais là, de nouveau, le calcul de la constante de connectivité, c'est pas si intéressant que ça, là, parce que c'était aussi, en fait, Cn, c'est vraiment possible de le calculer explicitement dans ce cas-là. Donc, entre guillemets, je vous introduis une question plus simple, hein, sauf qu'à chaque fois que je vous propose une solution, c'est tout simplement parce que je savais répondre à la question originelle. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très utile. Donc, la question qui est assez naturelle, c'est de dire, est-ce qu'il y a des réseaux un petit peu plus compliqués, des graphes un petit peu plus compliqués, où je peux calculer la constante de connectivité alors que je n'ai aucune idée de la valeur de Cn. Donc, c'est assez naturel d'essayer, et l'un des graphes les plus simples à essayer, c'est le réseau carré. Et là, on retombe de nouveau dans les mêmes travers. Aucune idée comment calculer la constante de connectivité du réseau carré. Alors, il y a des gens qui l'approximent, qui ont d'ailleurs des approximations assez bonnes de ça. On sait que c'est à peu près 2,6, et puis je ne le connais bien entendu pas par cœur, mais il doit y avoir 5 chiffres significatifs après la virgule. Mais ça ne semble pas être un nombre rationnel, ça ne semble pas être un nombre algébrique pour ceux qui savent ce que c'est, ça ne semble pas être... Ouais, c'est juste un nombre. On ne sait pas trop ce que c'est. Et clairement, on ne sait pas le calculer explicitement. Donc à ce moment-là, comme tout bon mathématicien, qu'est-ce qu'on fait ? On panique déjà. Et puis après avoir paniqué, on va voir son meilleur ami physicien. Et on lui dit, est-ce que tu ne saurais pas nous aider là parce qu'on est complètement bloqué ? Et comme d'habitude, les physiciens ont une réponse. Donc en 1980, donc bien avant le fait qu'une grande majorité d'entre vous soit née, désolé, certains d'entre vous étaient nés, donc, conjecture 1980 par Bernard Nienhaus, qui est un physicien qui travaillait sur un domaine assez différent, à vrai dire, des marches auto-évitantes. Nienhaus prédit qu'en fait, il y a un réseau sur lequel on sait calculer, on devrait pouvoir calculer la constante de connectivité. Et ce réseau, c'est le réseau hexagonal. Voilà, ça c'est un très mauvais dessin d'un réseau hexagonal. Voilà. Sur le réseau hexagonal, comme beaucoup d'entre vous l'ont probablement deviné, la constante de connectivité doit valoir ça. Et comme bon physicien, donc magnifique prédiction, et puis débrouillez-vous, quoi. Maintenant, je vous donne ça, et puis vous essayez. Donc ça, c'était en 1980. Et en 2005, quelque chose comme ça, quelqu'un qui était mon professeur en master, Wendelin Werner, qui a d'ailleurs reçu la médaille Fields pour ses travaux en physique statistique, vient me voir et me dit c'est assez marrant parce que je viens de demander à Nienhaus comment il est venu à cette prédiction de mu-c égale racine de 2 plus racine de 2, et puis il m'a répondu tu ne pourrais pas comprendre. Je trouve qu'il faut quand même... un an après, il avait la médaille Fields. Donc voilà, effectivement, la prédiction de Nienhaus est un petit peu difficile à comprendre. Maintenant, on commence un petit peu à avoir des idées de ce qu'il voulait dire, mais la chose à retenir, c'est qu'elle n'était pas rigoureuse, cette prédiction. C'était basé sur des hypothèses, des bijections entre différents modèles et des hypothèses sur ces modèles qui, malheureusement, nous échappent encore en termes de preuves mathématiques. Par contre, il se trouve que relativement récemment, en 2010, avec Stanislas Smirnov, on est arrivé à prouver ce théorème. Alors, malheureusement, comme beaucoup de résultats de probabilité ou de maths en général récentes, c'est un petit peu difficile de vous donner une preuve en 1 heure. À vrai dire, en 1 heure, c'est possible. Mais puisque j'ai déjà passé une demi-heure à parler d'autre chose, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on démontre ça. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a suffisamment de vidéos, malheureusement, pour moi, heureusement pour vous, de cette preuve.
Donc c'est en fait une preuve assez élémentaire, mais ce que j'ai envie de vous raconter plutôt dans cette deuxième partie, puisque je n'aurai pas le temps de vous faire la preuve, c'est quelle est la suite de l'histoire. C'est-à-dire, bon, ok, on a démontré ça, super, est-ce qu'on rentre chez soi et on arrête de parler de ces choses-là, ou est-ce qu'on essaie de faire plus ? Et donc en particulier, j'aimerais vous donner des idées, il n'y aura pas de preuves, mais j'aimerais vous donner des idées des étapes suivantes. Et donc quelle est l'étape naturelle suivante dans ce problème ? L'étape naturelle suivante, c'est d'essayer de savoir quel est ce petit O de n, justement. Donc je sais maintenant que sur le réseau hexagonal, Cn, c'est racine de 2 plus racine de 2 à la puissance n plus petit O de n. Mais ce petit O de n, ça peut être beaucoup de choses. Et je vous rappelle que puisque c'est dans l'exponentielle, ça veut quand même dire qu'on a une idée assez vague de quelle est la valeur de cette chose-là. Enfin, même si c'est racine de n, ça vous donne quand même une exponentielle de racine de n en termes d'erreur. Alors, première information qu'on a, celle-là on l'a eu gratuitement, Cn convergeait vers l'infimum des ck puissance 1 sur k, donc je sais déjà, c'est une remarque, que Cn est plus grand que racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Donc avec un peu de chance, c'est peut-être égal à racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Alors manque de peau, le meilleur théorème qu'on ait pour la borne supérieure, c'est pas tout à fait le meilleur, il y a un tout petit peu mieux maintenant, mais bon, ça a été tellement dur d'atteindre mieux qu'on peut dire qu'en tout cas, c'est quasi optimal. C'est un résultat d'Hammersley à nouveau, et de Welch, et qui dit la chose suivante, il dit qu'il existe une constante C positive, telle que pour tout n, Cn c'est plus petit que l'exponentielle de C fois racine de n fois racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Alors, bien entendu, le théorème de Hammersley-Welch ne parlait pas du racine de 2 plus racine de 2, puisque Hammersley n'était... Enfin, aucun des deux n'était là quand ça a été démontré, donc ça c'est dans les années 50. Donc ici, bien entendu, la borne qu'ils ont, c'est avec mu-c. Maintenant qu'on connaît mu-c, ça nous donne une borne. Mais ce qu'ils savaient faire, c'est cette borne-là. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de cette borne parce que je la trouve très jolie, en fait. C'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce domaine. Et là, je peux vous faire une preuve. Mais avant de vous faire la preuve, j'aimerais juste vous dire quelle est la vérité, parce qu'elle est assez marrante. Donc la vérité, c'est que Cn, excusez-moi. Donc là, on a on a deux bornes qui sont très très loin les unes des autres. L'une c'est mu-c puissance n, l'autre c'est exponentielle de racine de n fois mu-c puissance n. Donc il y a quand même un énorme gap entre les deux. Et en fait, aucune des deux bornes n'est proche de la réalité. Cn, par exemple sur le réseau hexagonal, ça devrait être équivalent. Est-ce que tout le monde sait ce qu'un équivalent est ? Ouais. Je pense que personne n'ose parce qu'il y a les profs qui sont là et qui vérifient. J'en ai parlé hier, le premier qui moufte. Alors, Cn, c'est équivalent à une constante, n puissance quelque chose, et mu-c puissance n, donc racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Et alors là, le n puissance quelque chose, c'est pareil, c'est exactement comme racine de 2 plus racine de 2, vous l'aurez tous deviné, c'est 11/32e. Voilà. 11/32e. Donc normalement, quand on vous dit ça, vous devriez commencer à préparer le bûcher pour brûler les sorcières. Donc c'est très étonnant, mais il y a quelque chose d'encore plus magique là-dedans. Parce que 11/32e, au final, c'est pas un nombre si excitant que ça. Bon, c'est une fraction, ok, mais non. Ce qui est bien plus impressionnant, c'est si je regarde le nombre de marches auto-évitantes sur le réseau carré. Alors ça, au premier ordre, c'est ce mu-c du réseau carré à la puissance n. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est ce que nous dit Hammersley dans son lemme. Notez que ce nombre-là est plus petit que 2, alors que ce nombre-là, je vous ai convaincu tout à l'heure que c'était plus grand que 2.
Donc le nombre de marches auto-évitantes sur le réseau hexagonal et sur le réseau carré n'a rien à voir, même au niveau exponentiel, c'est complètement différent. Là, j'ai un plus petit O de n, et j'aimerais savoir ce qu'est ce petit O de n. Ben, ce petit O de n, c'est n puissance 11 32e. C'est exactement la même correction dans les deux cas. Et ça, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a un nombre exponentiellement différent de marches, la correction est la même. C'est ce qu'on appelle un exposant universel, ce 11 32e ici. Et alors là, ça titille à la fois le mathématicien et le physicien de comprendre pourquoi on devrait tomber sur quelque chose comme ça. D'accord ? Alors pourquoi justement ? Et c'est là où je veux juste faire un lien avec la physique statistique. En même temps, je vais tellement vite que peut-être que je vais pouvoir vous dire un petit peu de la preuve. Mais la preuve de cette conjecture. Alors pourquoi on tombe sur le même nombre ? Ben, ça a un lien avec les probabilités. La théorie des probabilités. C'est un lien un petit peu compliqué à dresser, donc je vais y aller lentement, et puis je vais supposer des tonnes de choses que je ne sais pas démontrer, donc je ne pourrais pas vous le dire, enfin vous l'expliquer en grand détail. Personne ne sait le démontrer, à vrai dire. Mais en fait, l'observation, c'est la chose suivante. Regardez ce CN, et imaginez que vous vous posez la question suivante. Je prends deux marches de longueur n, au hasard, et je regarde la probabilité qu'elles ne s'intersectent que en l'origine. D'accord ? Donc j'en prends une au hasard, j'en prends une autre au hasard, indépendamment, et je regarde la probabilité qu'elles ne s'intersectent pas. Alors, donc, probabilité que gamma 1 gamma et gamma prime s'intersectent seulement en l'origine. Bien entendu, elles s'intersectent en l'origine, c'est évident, mais qu'elles ne s'intersectent que en l'origine. Très bien. Donc, quelle est la probabilité, déjà, que je tombe... Enfin, comment je calcule cette probabilité ? Je fais de la combinatoire, c'est le nombre de réussites sur le nombre total de possibilités. Vous êtes d'accord ? Alors, le nombre total de possibilités, c'est quoi ? J'ai Cn possibilités pour la première marche, Cn pour la deuxième, donc j'obtiens Cn au carré. D'accord ? Quel est le nombre de réussites ? Donc, en fait, n, je n'ai pas été très clair sur qu'est-ce que c'était, la longueur. Disons que c'est le nombre d'arêtes. Okay ? J'aurais pu prendre le nombre de sommets. Imaginons que c'est juste le nombre de pas, donc c'est vraiment le nombre d'arêtes. Donc, comment je peux décrire le nombre de réussites ? Si j'ai une marge de longueur n qui arrive à 0 et une autre marge de longueur n qui part de 0 et qui ne s'intersecte pas, au final, qu'est-ce que j'ai construit ? J'ai juste construit une marge de longueur 2n. Donc le nombre de réussites, c'est C 2n. Alors, imaginons qu'on croit notre conjecture, là, et qu'on a un équivalent comme ça. Et réinjectons-le là-bas. Quand je le réinjecte, ça me dit que c'est un équivalent également. Je vais avoir un A, un 2n puissance 11 32e, un mu c puissance 2n, et en bas, je vais avoir un a carré, un n puissance 11 32e au carré, et un mu c puissance n au carré. Donc la bonne chose ici, qu'on observe, c'est que le mu c s'annule exactement, une des constantes s'annule, et un des n s'annule avec ça. Donc qu'est-ce que je viens de montrer ? Alors, bien sûr, je n'ai rien montré puisque je me base sur une conjecture, mais si je crois ma conjecture, en fait, ce nombre devrait se comporter comme b sur n puissance 11 32e. Et notez que là, mon calcul, il était vrai sur le réseau carré, mais j'aurais aussi pu prendre, b étant pas ce b là, on va l'appeler c. Hop. J'aurais pu faire le même calcul ici, ou ici, je serais tombé sur la même asymptotique ici.
sans le musser. Donc ça suggère quelque chose de très fort. Ça suggère que quel que soit le réseau plan, donc là j'avais pris le réseau hexagonal, j'avais pris le réseau carré, en fait vous auriez pu prendre le réseau triangulaire, aucun souci, vous auriez pu prendre n'importe quel réseau, le Kagome, enfin il y a plein de réseaux que vous pouvez imaginer en dimension 2. Vous pourriez même prendre des réseaux qui ne sont pas vraiment périodiques, des pavages de Penrose, des choses comme ça marcherait aussi. Vous tomberiez toujours sur la même conjecture, et donc ça suggère que si je prends deux grandes marches aléatoires et que je regarde la probabilité qu'elles s'intersectent, ça devrait vraiment se comporter comme constante divisée par n puissance 11/32 à chaque fois. Donc ça suggère que le comportement global, macroscopique de ces marches, il est un peu indépendant du réseau. Même si au niveau discret, il est évident qu'on voit complètement la géométrie de mon réseau. Je vois si je suis sur le réseau carré ou sur le réseau triangulaire. Si je vous montre une simulation de marche aléatoire qui n'est pas trop grosse, vous allez pouvoir me dire, bah oui, ça c'est sur le réseau triangulaire, c'est évident, il y a tel angle, machin truc. Si c'est sur le réseau carré, vous verrez que c'est sur le réseau carré, etc. Si je vous montre une simulation d'une marche de longueur 1000, ou disons 10 000 ou 100 000, et bien là, vous allez commencer à avoir énormément de mal, en fait, à pouvoir me dire sur quel réseau votre marche est. Il y a cette chose magique avec les marches auto-évitantes que leur comportement global est indépendant, et quasiment indépendant du réseau sur lequel vous travaillez. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir en théorie des probabilités cette année. Je pense que c'est pendant la prépa, mais vous verrez peut-être plus tard si vous êtes amené à faire des probabilités. C'est quelque chose qu'on retrouve avec les marches aléatoires. Qu'est-ce qu'une marche aléatoire? C'est juste tirer au hasard une marche, au lieu de regarder une marche auto-évitante. Donc vous tirez au hasard une marche. Alors ça, c'est un processus qui est bien mieux compris parce que c'est beaucoup plus simple. Vous tirez une marche de longueur n, uniformément, donc c'est avec probabilité 1 sur d puissance n que vous aurez une certaine marche. Mais puisqu'il y a une structure si simple, vous pouvez aussi imaginer que votre marche, vous la tirez de la façon suivante. Au premier pas, vous choisissez un de vos voisins au hasard, vous rechoisissez un de vos voisins au hasard, et vous faites ça n fois. Et en fait, la marche que vous aurez faite, c'est exactement ce que vous auriez obtenu en tirant avec probabilité 1 sur d puissance n une marche au hasard. C'est deux façons alternatives de créer le même objet. Mais cette deuxième façon, pas à pas, elle est bien plus intéressante parce qu'elle vous explique vraiment qu'en particulier, la seule chose que vous ayez besoin de savoir à chaque pas, c'est où vous êtes. La façon dont vous êtes arrivé jusqu'ici ne vous donne aucune information sur où est-ce que je vais bouger après, ce qui est très différent des marches auto-évitantes. Donc ces marches aléatoires, elles sont bien mieux comprises, et en particulier, il y a une chose qu'on sait faire, c'est qu'on s'est montré que ces marches, quand on les renormalise et qu'on regarde, on s'est montré qu'elles convergent vers ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et quelle que soit la marche aléatoire sur n'importe quel domaine, vous irez toujours vers le mouvement brownien. Vous avez peut-être vu, c'est peut-être au programme, le CLT. Non, le mouvement brownien, je me doute, mais le théorème central limite, non. Vous n'aurez, je ne dirai rien de plus. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on apprend très vite quand on fait des probabilités. Et quel que soit le réseau, on tombe sur ce mouvement brownien. Et bien là, c'est la même chose pour les marches auto-évitantes. En fait, il y a un objet caché, continu, vers lequel vous convergez, quel que soit le réseau d'où vous partez. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de très important physiquement et mathématiquement, au même titre que le mouvement brownien est une courbe aléatoire fondamentale en physique, en chimie, ça a eu un rôle immense, ça a permis de calculer le nombre d'Avogadro, c'est quelque chose de fondamental, le mouvement brownien. Et ben, l'objet limite des marches aléatoires, c'est en quelque sorte une courbe auto-évitante canonique. Quelque chose de fondamental également, c'est une fractale aléatoire, c'est absolument magnifique. Et l'une des conjectures majeures dans le domaine, et j'irais jusqu'à dire une des conjectures majeures en théorie en mathématiques en général, c'est d'essayer de démontrer que les marches auto-évitantes convergent vers ce mouvement. Ça, c'était pour vous donner une petite idée, et ce 11/32e peut être calculé à partir de cet objet limite.
Puisque j'ai encore un quart d'heure, peut-être que je peux essayer au moins de vous donner une petite idée. C'est un petit peu... ouais, allez. On va tenter de vous donner une petite idée. Non, stop, reste avec nous. Hop là. Une petite idée de comment on démontre ce racine de 2 plus racine de 2. Alors, je ne vais pas du tout vous faire la preuve en entier, mais je vais essayer de vous donner au moins une raison de croire que racine de 2 plus racine de 2 joue un rôle particulier. Alors, encore une fois, ce ne sera pas une preuve complète du tout. Comme souvent en maths, je vais faire cette chose complètement malhonnête qui est de vous donner tous les détails en exercice. Comme ça, moi, j'ai rien à faire et c'est vous qui bossez. OK. Alors, comment on essaye de calculer une constante de connectivité, la vitesse de croissance d'un objet combinatoire? En général, la meilleure façon de faire, et la façon standard de faire, c'est d'introduire une fonction qu'on appelle la fonction génératrice, qui est une série. Alors, les premières années, vous n'avez peut-être pas encore vu ce qu'était une série, mais bon, c'est pas grave. Vous vous en sortirez. Vous introduisez la série suivante, donc la somme infinie de Cn fois Z puissance n. Z est un nombre, et même pour ceux qui n'ont jamais vu de série, vous pouvez imaginer que si Z est très petit, donc ça, on peut aussi l'introduire comme ça, hein, vous pouvez juste dire que c'est la limite quand grand N tend vers l'infini de cette chose-là. Tout simplement. Hein. Donc si Z est petit et positif, vous pouvez imaginer que cette somme-là, c'est une somme croissante, bornée, elle va converger, donc je peux définir cet objet-là, et je peux le définir pour un certain nombre de Z, et le plus grand Z pour lequel je peux définir cette série, ça va être quoi? Ça va être exactement 1 sur mu C. Si vous réfléchissez, n'importe quel Z plus petit que 1 sur mu C, si j'utilise que Cn croît globalement comme mu C puissance n, pour n'importe quel Z plus petit que ça, cette série va être convergente, et pour n'importe quel Z strictement plus grand, elle va être divergente. C'est ce qu'on appelle le rayon de convergence. Donc typiquement, quand vous essayez de calculer la vitesse de croissance d'un certain objet, d'une certaine suite, une chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de prendre sa série génératrice et d'essayer de calculer son rayon de convergence. Hein, super, quand je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit. Quoi. Ouais, super, okay, on définit cette fonction, mais... Alors, ce qui est bien, c'est qu'en général, quand vous avez une suite qui vérifie une récursion, en fait, ça va se traduire en une équation fonctionnelle pour G. Et si vous êtes suffisamment chanceux, cette équation fonctionnelle, vous pouvez la résoudre et vous pouvez du coup calculer explicitement G et juste voir pour quelle valeur de Z c'est bien défini et pour quelle valeur de Z ça va commencer à exploser. C'est typiquement la façon dont les gens qui font de la combinatoire professionnellement font pour calculer un objet. Le problème, c'est que je vous ai exactement dit que pas de bol, les marches auto-évitantes, on n'a pas de récursion, on n'a pas de relation de récurrence et c'est très loin d'en avoir une. Donc on n'a aucune chance quasiment d'obtenir une formule explicite pour G. Bon, dans ce cas-là, il faut modifier un petit peu sa fonction. Et là, j'ai bien conscience que ce n'est pas hyper intuitif ce que je vais faire, mais il faut me croire. On va transformer cette fonction un petit peu et vous allez voir qu'on va tomber sur une fonction très jolie. Alors, déjà, première chose, parce que je n'ai pas envie de me poser la question de la convergence, justement, et des séries, je vais définir un domaine. Je vais couper une partie finie de mon domaine hexagonal, de mon réseau hexagonal. Donc, par exemple, prenez, à vrai dire, vous pourriez prendre n'importe quel domaine. Ouais, bref. Je ne progresse absolument pas avec ça. Pourtant, chaque matin, 10 minutes de réseau hexagonal, mais non. OK. Bon, donc c'est un très mauvais dessin, mais c'est pas grave. Et donc, je vais aussi faire donc, je vais juste regarder les marches qui vivent dans ce domaine, en fait. Je ne vais pas regarder, dès qu'elles sortent, je ne les compte pas, en quelque sorte. J'imagine que mon existence est restreinte à ce domaine. Et je vais faire une deuxième chose qui est un petit peu moins intuitive, mais c'est que je vais regarder des marches qui commencent au milieu d'une arête et qui arrivent à la fin d'une arête.
Si vous réfléchissez, si j'arrive à compter ces objets-là, j'arrive à compter les marches qui commencent d'un sommet et qui finissent à un sommet. Pourquoi? Parce qu'une marche qui commence à un milieu d'arête et qui arrive à un milieu d'arête, juste après le premier milieu d'arête, je suis à un sommet, je vais jusqu'à un sommet et je rajoute juste un milieu d'arête à côté de moi. Donc c'est exactement le même type d'objet. Donc la vitesse de croissance de ces marches commençant par des milieux d'arête, c'est le même que les marches normales. Donc je vais prendre un petit sommet comme ça, je vais l'appeler A. C'est un milieu d'arête juste ici. Et puis au milieu, je vais prendre un deuxième milieu d'arête, je vais l'appeler x, comme ça, et je vais définir une fonction qui va être une fonction de x. Et cette fonction de x, ça va être la chose suivante. Je vais sommer sur tous les marches gamma qui vont de A à x, qui reste dans mon domaine oméga, je vais appeler ce domaine oméga. D'accord? Donc, je fais une somme sur tous ces objets-là. Je vais sommer z puissance la longueur, donc le nombre d'arêtes dans gamma. Notez que si je fais ça, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai juste sommé z puissance n fois cn oméga a x en quelque sorte, qui serait le nombre de marches allant de A à x dans oméga. Donc là, je suis en train de regarder justement la fonction génératrice, mais non pas de toutes les marches auto-évitantes, mais seulement des marches auto-évitantes qui vont de A à x et qui restent dans oméga. D'accord? Bon, donc c'est quelque chose qui est encore assez naturel, puisque je vous ai dit que les gens qui font de la combinatoire aiment bien définir les fonctions génératrices. Là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est un polynôme en z, excusez-moi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout intéressant de regarder cet objet-là. Très dur de le calculer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de bien pire que ça. On va utiliser le fait que Euler nous a inventé les nombres complexes. Et là, je suis sûr que quelqu'un va me dire que ce n'était pas Euler. J'aurais pas dû dire ça. C'est pas grave. Je ne suis pas filmé, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la plus grosse bourde que j'aurais faite, en tout cas. Hop là. Donc je vais rajouter la chose suivante. Alors qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça c'est e puissance i 5/8. Jusque-là, c'est pas si horrible que ça. Mais alors qu'est-ce que le w gamma de ax? C'est le nombre de tours vers la gauche moins le nombre de tours vers la droite fois pi sur 3. Là, je sens qu'à 20h30, c'est un petit peu dur. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la nourriture gratuite après. Vous ne serez pas venus pour rien. Donc ça, c'est pi sur 3 fois le nombre, enfin j'espère d'ailleurs, je dis ça, mais nombre de tours à droite moins le nombre de tours à gauche. Que fait votre marche entre A et X? Donc vous voyez, si je prends une marche qui fait ça, par exemple, toc, 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 toc. Là, si vous réfléchissez, la marche, elle a fait autant de tours vers la droite que de tours vers la gauche. Donc son W, qu'on appelle le winding, c'est 0. Donc dans ce cas-là, cette marche-là, elle va compter dans cette somme juste z puissance le nombre d'arêtes, c'est-à-dire z puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z puissance 7. Mais maintenant, imaginez que ma marche, elle fasse plutôt ça, par exemple. Ma marche, dans ce cas-là, elle fait en fait 3 tours vers la gauche de plus que de tours vers la droite. Du coup, dans ce cas-là, le W, ce sera moins pi. Et du coup, la contribution de cette marche verte à A, ce ne sera pas z puissance le nombre d'arêtes, ce sera z puissance le nombre d'arêtes fois e puissance i 5/8 de pi. Je vous l'accorde, à ce moment-là, c'est quand même pas clair pourquoi c'est mieux qu'avant. Hein. Parce que si vous réfléchissez, en fait, cette somme, avant, là, ici, j'étais en train de compter, j'ajoutais des choses positives, ce qui est quand même quelque chose qui est pas mal. Enfin, ça évite de faire des bêtises. Avec ça, en fait, c'est même pas clair que ce truc-là soit pas égal à 0. Hein. J'ai peut-être pas de chance du tout, et peut-être que ça s'annule, et c'est une somme de nombres complexes, ça peut être égal à 0. Hein. Donc, c'est pas du tout clair pourquoi cette chose-là est bien. Mais je vais essayer juste de vous dire en 2
phrase mystérieuse, j'imagine, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, cette fonction, elle ne vérifie pas, on ne sait pas la calculer explicitement, on sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire dessus. Encore une fois, on n'a toujours pas de récursion sur quoi que ce soit, donc on n'a pas une formule explicite. Mais en fait, on sait la chose suivante. On sait que si je prends un sommet au milieu de oméga, et donc il y a 3 demi-arêtes P, Q et R autour d'elle, ben on sait que si que P moins V, F de P, plus Q moins V, F de Q, plus R moins V, F de R, égale à 0. Alors là, bien sûr, ce que j'entends par P moins V, c'est que je vois P et V comme leur affixe, comme les nombres complexes. D'accord? Donc, j'aurais pu aussi juste dire ça plus E puissance I 2pi sur 3 plus E puissance I 4pi sur 3. Donc j'ai une relation linéaire pour chacun des sommets de mon graphe, pour chacun des sommets de mon domaine ici. En fait, ce n'est pas très dur de démontrer ça. Je ne vais pas avoir le temps parce que j'ai plus que 2 minutes. Mais c'est vraiment pas si dur que ça à démontrer. Mais surtout, ça dit vraiment beaucoup. Parce que si vous voulez par exemple calculer f, vous pouvez vous dire par exemple, il y a une valeur de f que je connais très bien. C'est la valeur ici. F de A, c'est quoi? C'est la somme sur toutes les marches allant de A à A, auto-évitante, de quelque chose. Quelle est la seule marche qui aille de A à A? C'est la marche de longueur 0. C'est la seule qui puisse exister. Dès que je suis de longueur plus de 0, je ne vais pas pouvoir repasser parce que je vais forcément repasser par ce sommet. D'accord? Donc f de A, c'est tout simplement 1. Donc j'ai f de A égale 1 et j'ai un ensemble d'équations comme ça. J'ai des équations linéaires, j'ai f de A égale 1, je suis en train d'essayer de résoudre un système linéaire. Si j'ai suffisamment de chance, j'ai suffisamment d'équations pour pouvoir déterminer ma fonction. Alors, bon, jusque-là, vous n'avez pas vu racine de 2 plus racine de 2, et c'est normal, j'ai complètement oublié de l'énoncer. Donc ça n'est vrai que si z est égal à 1 sur racine de 2 plus racine de 2. Excusez-moi, sinon ça n'avait aucun sens. Je pense qu'en plus, personne ne l'aurait remarqué, donc on serait tous sortis en se disant « Oh oui, racine de 2 plus racine de 2, clairement. » Excusez-moi, donc si je fais z égale ça, alors j'ai ces équations, donc c'est vraiment une propriété spécifique à 1 sur racine de 2 plus racine de 2. Et donc si j'ai suffisamment de chance, je peux me dire que pour cette valeur de z, je peux calculer explicitement ma fonction f. Et si je la calcule suffisamment, peut-être que je peux croire quand même que ça va être suffisamment d'informations pour pouvoir dire que Cn croît comme racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Voilà, ça c'est si vous êtes chanceux, manque de peau, vous n'êtes pas chanceux. Si je compte le nombre d'équations linéaires, là, j'en ai combien? J'en ai une par sommet. J'ai combien d'inconnus? J'ai une inconnue par arête. Donc j'ai seulement 2/3 des équations qu'il me faudrait pour avoir un système bien déterminé. La magie, c'est que y a d'autres choses que inverser une matrice dans la vie, et que même si en fait vous n'avez pas suffisamment d'équations, vous ne pouvez effectivement pas calculer explicitement f, vous pouvez quand même essayer de glaner suffisamment d'informations sur cette fonction f pour pouvoir vous dire que Cn croît comme racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Et puisqu'il faut laisser un petit peu de mystère, je ne vais rien vous dire là-dessus. C'était la fin de la preuve. La fin de la preuve, c'est d'extraire quand même de cette information partielle suffisamment d'insight sur le modèle pour vous dire, en fait, ce racine de 2 plus racine de 2 ici, qui n'avait aucune raison d'être égal à la constante de connectivité, en fait, c'est bien la constante de connectivité. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Merci beaucoup pour votre attention.